Le cercle RH, le débat d'actu, pour s'intéresser à un chiffre. Il vous a interpellé, le chiffre du chômage qui a passé la barre des 8%, 8,1%. Qu'est-ce que cela veut dire de la situation économique, les causes, mais aussi les conséquences. On pense évidemment aux demandeurs d'emploi qui ont perdu leur emploi. Et puis on va parler peut-être d'une manière plus globale de la situation économique du pays, avec des déficits publics qui ont progressé, avec un patronat qui réclame des baisses de cotisations, puis au même moment, la CFDT, le syndicat leader, qui lui réclame des hausses de salaire. Ça ressemble à un casse-tête. Est-ce qu'il faut alléger le coût du travail ou au contraire augmenter les salaires? Est-ce que c'est une solution pour résoudre le problème du chômage? Il y a 5 ans, ici, sur ce plateau, sur Smart Job, la ministre du Travail à l'époque, Elisabeth Borne, venait nous expliquer qu'on allait passer sous la barre des 5,5 et qu'on partait vers le plein emploi. Il faut le rappeler, nous en sommes aujourd'hui très loin. Mes invités sont avec moi, Frédéric David. Ravi de vous accueillir, cher Frédéric. Bonjour. Avocate en droit social, cabinet Harley. Merci de nous rendre visite. Jean-Christophe Sibéras est à vos côtés. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Président de New Bridges. Dorénavant, je ne ferai plus l'erreur d'oublier le S. Et Patrice Huiban, président de Nouvel Essor Français. Merci à vous trois. Je me tourne vers vous parce que vous avez un long parcours de RH, de DRH. Vous avez peut-être connu des plans sociaux, des départs, des fermetures. Comment vous observez ce chiffre du chômage qui franchit la barre des 8,1 et dont on nous dit d'ailleurs qu'il va continuer à progresser quand on voit les faillites d'entreprises et les entreprises qui se cassent la figure? De manière un peu paradoxale, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il augmente plus vite, parce qu'avec le bruit ambiant sur ce qui se passe, la désindustrialisation, situation géopolitique, inflation, etc., on pourrait se dire ça va se dégrader. En fait, ça ne se dégrade pas tant que ça, du point de vue de l'emploi. Il y a une certaine résilience, on va dire. Le marché du travail résiste en France. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être bien pire, absolument. Donc, c'est un peu paradoxal, si vous voulez. Ça, c'est intéressant. Il faut vraiment regarder les choses d'assez près. Quand vous regardez les inscrits en catégorie A à France Travail, alors c'est une autre mesure des demandeurs d'emploi. Chiffre important. 3,3 millions. Lui, il a un peu baissé, ce chiffre. Donc, vous voyez, il y a des chiffres, il faut, comme toujours, il faut regarder d'un peu près, voir ce qu'il y a dedans. Je ne l'ai pas précisé dans le lancement, Patrice Huiban, mais il y a aussi l'intégration des allocataires du RSA par la réforme. Et ces allocataires sont dans l'obligation de s'inscrire, ce qui n'était pas le cas auparavant, et d'effectuer 15 heures, c'est pas tout à fait juste d'ailleurs, mais 15 heures de formation, d'accompagnement ou de stage. Ça est un peu complexe. Comment vous regardez cette situation Est-ce que vous êtes sur la ligne de Jean-Christophe qui dit, après tout, ça pourrait être bien pire vu le contexte international, économique, on s'en sort pas si mal, c'est ce que j'entends. Disons que oui, en France, on a cette capacité de pouvoir amortir la conjoncture quand elle était défavorable, mais le problème, c'est qu'on a du mal à rebondir quand la conjoncture est favorable, puisqu'on n'arrive pas à réparer le toit par beau temps, c'est-à-dire à assainir nos finances publiques. Ce qui fait que le point de départ est quand même déjà assez difficile, puisqu'on a des entreprises parmi les plus prélevées de l'OCDE, des normes excessives. On a donc le contexte international et national qui crée de l'incertitude sur le cadre juridique, le cadre fiscal, et puis se rajoute à ça la crise énergétique et le marché européen de l'électricité, donc il ne nous permet pas justement aussi d'amortir un peu la conjoncture avec cette flambée d'énergie. Moi, j'entends quand même qu'effectivement ça pourrait être pire, mais je répète qu'il y a 6 ans, on retrouvera la date précise, Elisabeth Borne sur ce plateau, dans cette émission, Smart Job, venait nous expliquer qu'on était dans une dynamique tellement incroyable qu'on pouvait prétendre atteindre les 5% dans les semaines qui allaient venir, son passage en télé. Enfin, j'entends que ça soit pas si grave, mais enfin, on est quand même loin du compte, là. On est loin du compte, et puis par rapport à ce que vous évoquiez sur l'idée d'augmenter les salaires et de baisser le coût du travail, on peut y arriver. Et on peut y arriver si on fait en sorte que notre protection sociale, c'est 900 milliards sur 1700 milliards de dépenses publiques, soit si cette protection sociale est davantage financée, comme dans les autres pays européens, par l'impôt et pas par l'entreprise, on pourrait s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, plus de 50% de la protection sociale en France est financée avec une assiette assez resserrée par l'entreprise, alors que c'est de l'ordre de 30% dans les autres pays européens. Et donc, si on faisait juste cet ajustement en transférant, par exemple, sur un SMIC, vous avez encore plus de 400 € de charges salariales. Si vous transférez une bonne partie de ces charges sur la CSG, eh bien, vous êtes capable d'augmenter un SMIC, alors 2, ça dépend de ce que vous transférez, mais ça peut aller jusqu'à plus de 200 €.
net. Et ce n'est pas les 40% 40 euros de coup de pouce, puisque le SMIC qui a été revalorisé à l'aune de l'inflation. Quel regard vous portez, l'avocate en droit du travail, sur cette situation? Alors, verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Puisqu'on a du mal à savoir. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la situation est extrêmement paradoxale. C'est-à-dire que depuis la sortie du Covid, par exemple, avec tous les PGE, moi, je m'attendais à ce qu'on ait énormément de dossiers d'entreprises en faillite. Les prêts garantis qui ont été remboursés globalement? Qui ont été plutôt remboursés, qui sont en cours. Il n'y a pas quelque chose de catastrophique à déclarer. Donc, pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Et de la même manière, sur, comme vous le disiez, la résilience du marché du travail et des sociétés. Personnellement, moi, j'ai aussi beaucoup de dossiers de licenciement, de plans sociaux, de choses comme ça, mais pas autant que je ne le pensais, surtout déjà pas à la sortie du Covid, pas à la sortie des PGE. Donc ça a résisté, là, pour le coup. Ça a résisté, et je travaille aussi beaucoup à l'international, où justement, vous parliez de conjoncture économique et de situation géopolitique, où normalement, mes clients sont quand même très touchés, pas seulement en France, mais évidemment à l'étranger. Et pour l'instant, bien qu'on fasse des réorganisations, encore une fois, ça n'est pas aussi grave que je pensais que ça arriverait. Donc pour l'instant, effectivement, on résiste. Donc c'est un pessimisme optimiste. Oui. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, et comme vous le disiez, on est monté à 8%, ouais. Mais on était à 10% il y a 10 ans, et pour l'instant, on avait quelque chose qui était plutôt en baisse. Et maintenant, c'est en cours de remonter, effectivement, c'est à surveiller sérieusement. Jean-Christophe Sibéra, je vous soumets cette phrase de la bouche du président du MEDEF: alourdir, dans les Échos, alourdir le coût du travail reviendrait à fragiliser encore davantage les conditions de la croissance, de la souveraineté, dit-il, et de l'emploi. On voit bien dans ce que nous dit Patrice qu'il y a quand même un jeu de va-et-vient, de vases communicants. Le patronat a uni ces PME, U2P et MEDEF disent baisser les cotisations, et vous verrez, ça aura un impact sur, évidemment, la création de valeur, mais aussi sur les créations d'emplois. Vous y croyez à cet axiome, à cette équation? Le MEDEF, en général, quand il s'exprime, il a quelques raisons de le faire. C'est vrai que quand le coût du travail s'alourdit, forcément, ça ne vous pousse pas à embaucher. Hein, c'est ça. Après, il faut voir que la situation actuelle, regardez, quand même, pour être tout à fait complet, dans les chiffres qui sont sortis, le taux de chômage augmente, mais le taux d'emploi augmente. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont été au travail en France. C'est tout à fait exact. Jamais. Autant. Dans l'histoire de la France, 75% des gens, dans la classe d'âge 15-64 ans, qui travaillent. Donc c'est un record. Donc on pourrait se dire finalement, il y a du boulot. Il y a des gens qui bossent. Il se peut qu'il y ait aussi plus de gens qui arrivent sur le marché du travail, et du coup, vous avez en même temps un phénomène parallèle, en quelque sorte, où il y a de plus en plus de gens qui travaillent, et de plus en plus de gens qui cherchent du travail. Ce qui, d'ailleurs, peut être un peu lié. Vous avez des situations où il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail parce que, justement, il y a de plus en plus d'opportunités professionnelles. Donc, parfois, l'augmentation du taux d'emploi, de ceux qui veulent du boulot, même s'ils n'en ont pas encore, elle est liée au fait qu'il y a du travail. Mais est-ce que c'est pas lié à notre modèle? Enfin, certains évoquent déjà l'idée que c'est la fin du salariat, ce qui est assez faux quand on regarde les chiffres, mais que petit à petit, c'est chancre, on devient entrepreneur, on devient indépendant, on n'est plus salarié, tout en travaillant. Enfin, c'est pas contestable, un entrepreneur travaille parfois plus d'ailleurs même qu'un salarié à 35 heures. Comment vous regardez ce modèle-là, ce qui est un peu notre rapport au travail salariat? Est-ce que ça n'a pas un lien avec ces chiffres du chômage? Disons qu'on a un système où il y a plus de flexibilité, même s'il y a toujours 80% de CDI, oui. Donc c'est un chiffre assez stable, mais on a varié les types de contrats. En plus, avec le télétravail, ça facilite, je pense, aussi l'activité. Pour revenir à des mesures en dehors de la tuyauterie du financement de la protection sociale qui permettraient, sans grever les finances publiques, d'améliorer la situation, il y a les fameuses 2300 aides publiques aux entreprises. 100 milliards d'aides directes qui profitent à 70% aux grands groupes qui ont l'ingénierie administrative et juridique pour remplir les CERFA. Donc même le MEDEF, pour le coup, ce qui m'a étonné, le demande, alors qu'on peut supposer qu'ils ont quand même la pression des grandes branches et des entreprises, mais à l'euro même, à condition que ce soit à l'euro près. Et là, vous injectez tout de suite 70 milliards, donc 70 milliards dans les PME, les moins de 5000 salariés, le capitalisme à visage humain, ce qui fait tourner le pays finalement.
Mais on est dans une situation dramatique ou pas? Parce que j'entendais Jean-Christophe qui disait, attends, les médias, espèce de bruit de fond, tout est noir, puis finalement le système résiste, c'est pas si mal. Enfin, quand on met les indicateurs bout à bout, on voit quand même qu'on est dans une situation où notre modèle, le fameux modèle français, le modèle social, répond plus réellement à la fois aux attentes des Français et aux réalités. Quel est votre regard, vous, en tant que la praticienne, sur ce sujet? Parce que les entreprises se plaignent souvent, elles vous disent, mais c'est très lourd, il y a beaucoup de cotisations, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup d'administratifs, beaucoup de lourdeur, qui fait qu'on n'est pas dynamique sur le plan de l'emploi. Je le vois notamment avec mes clients étrangers, qui ne connaissent absolument pas la situation et à qui on doit effectivement apprendre beaucoup de choses, y compris la première chose, c'est qu'ils ont tout intérêt à créer une entreprise en France pour des raisons géographiques, pour des raisons d'économie. Enfin, voilà, donc on fait notre petit VRP France et on explique tout ça. Mais de l'autre côté, et ça c'est très bien entendu, et de l'autre côté, malheureusement, on est obligé aussi de leur expliquer tout ce qui est l'administratif, ce qu'on appelle le red tape, donc vraiment tous les formulaires et les choses qui sont un peu pénibles à là, ils comprennent, là. Voilà. Et alors, au bout d'un moment, ils comprennent que finalement, il y a de toute façon un intérêt à le faire. Donc moi, j'ai beaucoup de sociétés encore... Et pas le choix. Exactement. Et pas le choix, ce qui est une bonne chose pour nous, parce qu'on a vraiment une position sur le continent qui est extrêmement profitable. En revanche... nous, on a un savoir-faire donc pour les accueillir, donc on est capable de leur mettre une équipe de chasseurs de tête, de comptables, d'avocats évidemment, puisqu'on sait faire tout ça. Et du coup, on leur mâche un petit peu le travail et on leur explique aussi, est-ce qu'il vaut mieux créer une entreprise, avoir une succursale de votre société étrangère? Et une des questions, et vous parliez de flexibilité, de est-ce qu'on a des limites du système? Okay, ouais. Pour moi, c'est la fluidité et on va dire la flexibilité de la situation où, pour l'instant, notre modèle, il est très salariat. Bon. Et c'est très bien, il y a une formidable protection du salarié en France, et c'est une excellente chose. Donc pas touche au modèle? Parce que beaucoup, là, même le patronat, le patronat commence à évoquer le sujet. Là, ils évoquaient par ailleurs l'idée de réduire la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi de manière à créer plus de flux et d'activité. Est-ce qu'on y touche, Patrice Huban, à ce fameux modèle social français? Je suis d'accord avec la collègue sur le fait que je pense que ça ne vient pas des types de contrats. Je pense qu'aujourd'hui, on a une palette de contrats qui permet de satisfaire les employeurs et les salariés avec la rupture conventionnelle, sous le contrôle de... Voilà, il y a sûrement des choses à améliorer, mais grosso modo, c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est ce que j'évoquais, c'est qui finance la protection sociale. Ça pèse beaucoup trop sur l'entreprise et ça devrait peser davantage sur la CSG qui touche tous les revenus sauf les minima sociaux. Tous les revenus. Et puis aussi ce maquis d'aide aux entreprises. Normalement, dans un système capitaliste, l'aide publique, c'est l'exception. C'est devenu la règle. Plutôt que de baisser les assiettes fiscales et sociales, on a mité l'ensemble. C'est illisible. Donc, je pense que ce maquis, ça biaise aussi l'analyse économique. Parce que quand vous regardez les taux nominaux en France, vous dites j'investis pas en France, ou je lance pas mon entreprise quand je suis français. Et quand on vous renseigne pour vous dire la palette de dispositifs, finalement, vous vous dites c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est intéressant. Mais Jean-Christophe Sibéras, sans vous mettre en porte-à-faux, mais est-ce qu'on touche au niveau de cotisation? Est-ce qu'aujourd'hui, le niveau de cotisation, de charge, pour l'utiliser sur un mot patronal, est trop élevé, qui fait qu'aujourd'hui, avec une crise économique, une crise énergétique, une incertitude économique, les patrons ont plutôt tendance à ne pas embaucher, voire même, pour certaines d'entre elles, à se séparer de collaborateurs. Est-ce qu'il y a un lien direct entre le niveau de cotisation et la création ou la destruction d'emplois? Alors, en fait, le débat, il est... Parce que le coût du travail en France, on va dire le coût total, charge sociale, machin, la France s'est beaucoup soignée là-dessus. Il y a 10 ans ou 12 ans, on parlait le rapport gallois et tout, l'Allemagne, on est très cher, on est au niveau de l'Allemagne. Voilà. 2, l'inflation, on est un des pays, on l'a beaucoup dit, un des pays de l'OCDE où l'inflation est la plus basse. Donc on a trouvé mais qui est la plus basse. Oui, mais attendez, c'est aussi ça le coût. C'est les produits qu'on vend, c'est lié à l'inflation. Si vous êtes en inflation, vous devez augmenter beaucoup vos salaires. Moi, je vous conseille d'aller aux États-Unis pour voir les négociations salariales en ce moment. Vous revenez en courant en France. En regardant les taux de NAO. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est qu'il faut tout regarder. Le vrai sujet, en fait, c'est un sujet de principe. C'est de dire, est-ce qu'on est OK pour avoir un système hyper socialisé où, au fond, on ne choisit pas. Moi, je ne choisis pas ma protection, mon assurance maladie, ma retraite. Elle m'est imposée. Je ne choisis pas ma cotisation d'assurance chômage ou une caisse de chômage. J'ai un système socialisé. On va dire, c'est un gros mot, hein, c'est comme ça. C'est pas moi qui fixe les taux. Voilà.
Et on ne me fait pas confiance, moi, en tant qu'individu, pour avoir une petite marge de manœuvre là-dedans. Bon, c'est ça le choix, un peu un choix de société. Et effectivement, où ça interroge le système français, c'est qu'à un moment donné, on se dit, zut, quand il y a 50, 70 ans, c'était de dire tout seul, je vais me cotiser pour la retraite dans l'après-guerre. On pouvait comprendre qu'on installe un système socialisé, puis les gens étaient peut-être moins formés, moins éduqués. Mais moi, l'échec de la France, d'un certain point de vue, c'est ça. C'est de dire comment se fait-il qu'on soit encore dans des systèmes où finalement on ne fait pas confiance aux gens, on dit on va vous mettre d'emblée dans un système collectif, et c'est comme ça. Donc un peu plus de liberté. Et vous discuterez un peu plus pas. De souplesse. Voilà. Or, une certaine progression de l'éducation, de l'intelligence collective, etc., aurait dû conduire à plus d'espace et plus de liberté. On n'y est pas. Et bien finalement, on n'y est pas. Un mot quand même sur l'endettement du régime d'assurance chômage, 60 milliards, parce qu'il ne faut pas négliger aussi le fait qu'on augmente le nombre de demandeurs d'emploi, même si c'est moins grave qu'on pouvait l'imaginer. On a un endettement endémique de notre assurance chômage, 60 milliards. On a déjà réformé par étapes. Est-ce qu'il faut aller plus loin, Mais le problème, c'est qu'on ne fait pas confiance aux partenaires sociaux. On leur tord le bras. On leur a retiré la négo. Donc quand vous laissez les partenaires sociaux gérer, comme c'est encore le cas pour l'Agirc-Arrco, l'un des rares domaines où ils ont encore les coups des franges. Et ça 60 milliards bien. De réserves, c'est à l'équilibre. On fait des réformes courageuses pour désindexer les pensions pendant un certain temps, pendant, je crois, la Covid, pour justement rétablir les comptes. Et l'assurance chômage, c'est un peu la même chose. Quand vous laissez les partenaires sociaux gérer, c'est à l'équilibre. Et là, récemment, je crois, il y a une ponction encore de l'État sur l'UNEDIC. Et après, on va dire aux partenaires sociaux, revoyez la rupture conventionnelle, qui est quand même plutôt un dispositif, certes, il y a des abus, mais qui fonctionne bien. Qui a été revu, hein. Oui, qui donne plus de flexibilité. Et donc, d'un côté, l'État prend 4 milliards et dit, vous êtes en déficit de 2 milliards, donc il faut réformer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, au bout d'un moment, faire confiance aux partenaires sociaux. Comme dans les pays les plus dynamiques en Europe, tout ce qui concerne la vie de l'entreprise, c'est pas le rôle de l'État. L'État, est incompétent pour savoir ce qui doit se passer dans l'entreprise. C'est le rôle des partenaires sociaux, notamment par branche. Mais juste d'un mot, je sais que ça ne se traite pas en un mot, c'est des thèmes de colloques et de symposiums à la Sorbonne, mais est-ce que oui ou non ce modèle social correspond encore aux réalités, aux contours de notre économie ? Moi, je pense que oui, mais avant de faire le Big Bang qu'évoque mon collègue, je pense qu'il faut déjà répartir la charge. Je répète, comme dans la plupart des pays européens, on finance la protection sociale par l'impôt, qui touche tous les revenus du pays, voire une partie de la TVA. Alors qu'aujourd'hui, c'est trop concentré sur l'entreprise. Quand vous versez 100 euros, quand un employeur verse 100 euros, vous touchez 50 euros. La moyenne européenne, c'est 70 euros. Ce qu'on entend beaucoup des Je ne parle même pas de la Suisse, c'est 80 euros, avec moins de pauvreté et moins d'inégalité qu'en France. Et je le redis, ça lui coûte 145. et moins de chômage, et qu'il y a un lien direct avec l'emploi et la création d'emplois, puisque ça, c'est aussi un frein à l'embauche. On y touche à notre modèle ou pas ? Vous qui observez, à travers votre activité d'avocat, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres modèles ? Moi, je pense que ce serait une bonne idée de l'assouplir et de le moderniser, effectivement, en passant, comme vous dites, par le financement, mais aussi, peut-être aussi en passant par d'autres modèles. Alors là, on va peut-être parler du CDI, du contrat jeune. Moi, je voulais surtout parler, avant de nous quitter, de l'augmentation des salaires proposée par Marie-Lise Léon, parce qu'au moment où le patronat veut faire baisser les charges, elle dit on a un problème de niveau de salaire. J'ai entendu Bruno Le Maire, dans une grande interview politique ce week-end, qui expliquait la même chose. Il était ministre de l'économie. Ce qui s'est passé, c'est que toutes les NAO ont eu lieu avant la guerre, avant la crise. Les négociations salariales. Et donc, ce que dit Marie-Lise Léon, ce qui n'est pas faux, de dire, mais attendez, là, c'est plus le même contexte. Exact. Donc, et rien n'interdit, puisqu'on fait confiance aux partenaires sociaux, revenir à la table des négociations. De rouvrir la discussion dans l'entreprise. C'était avant que l'inflation explose. Rien n'oblige, mais rien n'interdit, effectivement. Baisse des cotisations ou hausse des salaires ? Est-ce qu'on ne peut pas mener une politique ? Vous allez me dire, on est pauvre et on ne sait plus. On a fait tous les fonds de tiroir, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les deux ? Alors, s'il y a baisse des cotisations, on a, en tant qu'entrepreneur, la possibilité éventuellement d'augmenter les salaires. Mais s'il y a baisse des cotisations, est-ce qu'on accepte, comme vous le disiez, d'avoir une protection de base qui est moins importante ? Oui, c'est une sorte de triangle. On ne peut pas tirer sur un angle sans que l'autre bouge. On ne peut pas tout faire bouger à la fois. Sans compter que la retraite est échancrée, qu'il y a évidemment les taux le taux qui nous réduit notre retraite de 30%, et dont on nous dit qu'on n'aura peut-être pas de retraite dans 10 ans, parce qu'on n'est pas sûr que notre modèle est quand même un peu malade. Quand même. Oui, mais exactement. Enfin, il faut probablement s'asseoir tranquillement et réfléchir à ce qui nous paraît le plus important. Est-ce que c'est d'être très infantilisé, très couvert, ou de pouvoir faire ça soi-même à sa mesure? Est-ce que c'est de tout faire peser sur l'entreprise, ou est-ce que c'est au trouver le juste équilibre? Si c'est possible. Merci, ce sera le dernier mot. Vous voulez ajouter quelque chose tous les deux? 10 secondes chacun, je vais me faire tirer les oreilles. Non, sur la protection sociale, on parle beaucoup des retraites, mais il y a aussi des gisements énormes d'efficience dans les dépenses du système de soins, sans même faire la poche des Français.
Ne serait-ce que le fait qu'on ne partage pas les données de santé, ça génère 30%, presque jusqu'à 30% d'ordonnances inutiles, 30% de gaspillage à grande échelle. Pourtant, on avait mis en place un système De ces médicales partagées, mais c'est une coquille vide. Voilà, absolument d'accord. Oui, je crois que les réponses, elles sont politiques. Et qu'il y a aussi, il faut entendre, il y a beaucoup de gens en France qui pensent que le système social, de solidarité sociale, il est bon et qu'il faudrait le renforcer. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à discuter entre nous, venant du monde de l'entreprise. Il faut aussi écouter les gens qui sont sur le terrain, parce que c'est quand même eux qui, le jour venu, apportent une réponse politique par leur bulletin de vote. Ça sera dans un an, parce que la présidentielle va avoir lieu à partir de septembre. Pendant une année, on aura peut-être ce fameux débat. Peut-être. Merci à vous trois, c'était passionnant. Frédéric David, merci d'être venu, avocate en droit social, cabinet Harley. Merci Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Et merci à vous, Patrice Huiban. C'était un vrai plaisir de vous accueillir tous les trois, président de Nouvel Essor Français. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne dans cette belle émission, et merci à Charles à la réalisation, et merci à Aurélien au son aujourd'hui. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.